Devant et devant derrière. Ah, ça va mieux. De barbe. Ça fait Ah bah non, je suis pas. très très sérieux. Ouais, non, attends, c'est sergent là. Faut que je fasse attention alors. Bon. Commando, sergent. On va y aller. Bon. Je tiens d'abord à m'excuser. Je vais devoir interviewer Géraldine ce soir. Jean-Louis est pris par un événement familial prévu, mais pas à cette date. Pas de sa faute, on lui pardonnera. Il est très content, merci. Géraldine Lemeur nous a fait l'amitié de venir ce soir pour nous raconter son parcours qui, j'ai eu droit à une petite preview, c'est un des avantages du métier, est assez exceptionnel et intéressant. Personnellement, j'aime beaucoup, ça me parle. On va commencer très traditionnellement, il n'y a pas d'annonce particulière. On se reverra début juillet, on est fermé en août, les Français. Ah ouais, en août, on est fermé. On ferme toutes les usines, les chantiers, etc. Tu es né où? Perpignan. Perpignan. Grand Sud. Grand Sud, quel point Perpignan? Quel coin de Perpignan? Sud. Non, je sais pas quel coin, c'est un tout petit Perpignan. Tu te souviens pas? D'accord. Perpignan Saint-Pierre. Tu es resté longtemps à Perpignan? Je suis restée jusqu'à mes 18 ans, ouais. Le bac? Le bac. Quel bac? Bac C. Pourquoi? Parce que bac C, voilà. Parce que tu pouvais. Et donc, à la fin de ton bac C, tu as décidé de faire quoi? À la fin de mon bac C, j'ai décidé de faire une prépa. Et une prépa, tout de suite, ça disait Paris. Ouais. Il y avait Marseille. Je suis pas sûre. Hein. Tu prépares quoi? Prépa commerciale, prépa école de commerce. Pourquoi pas une Suisse? Ah bah alors non, la bac C, mais pas mettre sur toi. Non, il y a un peu des maths quand même, on prépare, je sais. Oui, enfin, il y a juste ce qu'il faut. D'accord. Voilà. Donc prépa, quel lycée la prépa? Pas lycée, j'étais à intégrale, prépa privée en Paris. D'accord. Et donc, après, 1 an, 2 ans? 2 ans de prépa, et après une école qui s'appelle maintenant Schema, qui à l'époque s'appelait Céramique à Sophia. Tu as gardé un bon souvenir de la prépa? Excellent. Excellent parce que c'est un endroit où je crois que je me suis fait mes meilleurs amis, et j'ai des gens, enfin mes amis les plus proches sont des gens que j'ai connus en prépa. Donc oui. J'ai arrêté de faire des cauchemars il y a 4-5 ans. Non, non, moi c'était une période. Non, c'est une période où je suis. Beaucoup de travail quand même. Beaucoup de travail, mais c'est une période aussi où voilà, on est autonome. J'avais 18 ans, à commencer à Paris avec la personne qui est venue après mon mari, on s'est installé. Donc non, C'était quoi ta matière favorite? Ah, c'est une bonne question. En prépa ou en général? Ok. T'as adoré? Non, mais tu me parles de la prépa en général, après les souvenirs. Oui, est-ce que j'ai un bon souvenir? Oui, parce qu'il y a des moments, il y a des moments durs. J'ai pas un bon souvenir des concours, pareil. Et c'est abattu. Voilà, mais la prépa en soi, j'adorais les profs que j'avais. Voilà, Monsieur Novon, qui dirigeait la prépa, qui était prof d'histoire, géo, éco, tout ça. C'était absolument fantastique. Ça m'a beaucoup apporté. C'est vrai, j'adore les profs. C'est vrai. J'aurais dû faire une prépa éco peut-être. Le avocat n'est pas trop. Ouais. J'ai du travail derrière. Je faisais un métier informatique à l'époque. C'était très bien. Donc, une école de commerce. Ouais. 3 ans. Ouais. Tout en France. Oui. Et après l'école de commerce. Et après l'école de commerce, moi dans une boîte et ma première boîte. Il s'est passé des trucs pendant ton école de commerce? Ah bah il s'est passé plein de trucs, oui, parce que je me suis mariée à 20 ans et puis j'ai eu mon premier fils.
troisième année. Il fait tout le diplôme, il a 21 ans. D'accord, bien. Contente? Ah bah super. C'est du boulot quand même. Gamin. C'est du boulot, mais tu sais, quand tu arrives sur le marché, je me suis dit, bah voilà, j'étais mariée, je me suis dit, on va tout de suite me dire, et le petit, c'est pour quand? Donc, comme ça, on ne me posait pas la question. J'avais le mari, j'avais le bébé. Package était prêt. Je ne posais pas la question. Donc, tu as commencé où? J'ai commencé, j'ai fait presque une année chez Estée Lauder parce qu'il y avait avec les histoires de stage, tout ça. J'étais censée m'embaucher, puis finalement, au dernier moment, on m'a dit, bah non, finalement, ça va pas le faire. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai commencé chez McCann Erickson. Mon premier emploi, c'était chez McCann Erickson, dans le service internet. J'ai commencé à l'époque. Quelle année? Ah non, c'est pas une non, 95. Non, 95. 95, c'était 3 ans après l'invention du web. Bon, bah, c'était le début, hein, il n'y avait pas grand chose à Commencer savoir à sur avoir Internet, des- sur le web, il y avait Yahoo. Et puis après, il y avait les premiers sites internet, mais c'était quand même très 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 balbutiant. Donc les agences de pub commençaient à se poser la question de comment on fait et comment on travaille avec le client sur ces sujets. C'était bien de leur part, parce que pas tous ne se posaient la question. D'accord. Donc 6 mois, ça t'a donné le goût du web? Ça m'a donné le goût du web, mais pas le goût des boîtes, enfin à part la mienne. Tu as vu les perspectives du web dès le début? Écoute, ce qu'on a vu surtout, et là je conjugue, mais parce qu'on a monté toutes nos boîtes ensemble avec mon ex-mari, avec lui, mais ce qu'on a vu surtout, c'est que tout était à faire. Donc il y avait ce côté très excitant de il y a une mine, il faut prendre des pelles et des pioches, et puis il faut y aller. On verra bien. Donc oui, ça oui. C'était clairement un marché qui allait... Je sais pas si ça a marché, mais c'était super excitant. Tu sors de l'école et voilà, tu te dis, on arrive. Enfin, je sais pas si aujourd'hui il y a encore des domaines où c'est 100% vierge comme ça. Tout était à apprendre. Je me souviens les premiers ingénieurs qu'on a embauchés, je me souviens surtout du premier graphiste qu'on a embauché qui ne savait pas comment détourer les images parce que il était, voilà, c'était tout le début, ça se faisait pas. Et on a passé des heures à faire des images qui n'étaient pas trop lourdes, qui pouvaient se découvrir. Enfin, donc on apprenait. C'était ça. Je confirme. Et donc 6 mois là-dedans, et après tu fais quoi? 6 mois, et après je dis c'est pas possible. J'ai un petit garçon tout bébé qui était né au mois d'août, et là on me dit à 18h tu prends ton après-midi à chaque fois que je cours pour aller chercher à la crèche. Et là, je dis à lui que ça va pas le faire, ça va juste pas le faire. Et il me dit, mais tu sais, en fait, moi je crois que ça va pas le faire non plus. Et là, on s'est dit, on est une boîte, on y va. Et c'est là qu'on a créé B2L, qui était une des premières agences de création de sites internet. Alors à l'époque, c'était assez révolutionnaire, parce que toutes les boîtes en avaient besoin. Et on a eu la chance, c'est pas la des difficile, mais on a eu la chance d'avoir 2 clients qui nous ont fait confiance. Un qui était Peugeot, avec qui on a fait Cyber Occasion. Premier site de vente de voitures d'occasion en ligne. Je me souviens encore d'avoir installé les modems chez les concessionnaires, c'était super, très excitant. Et l'autre c'était Elida Fabergé. Elida Fabergé, on pouvait tout faire, enfin, c'est très amusant sur les dentifrices. Les premiers sites web avec le coloriage pour les gamins, ça nous cliquait, puis ça nous faisait couleur, ça ne bougeait pas. Donc grâce aux clients qui nous ont fait confiance, on a pu commencer. Ça a été un peu oublié, ça, quand même. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, parce que ça me parle beaucoup, ça me rappelle beaucoup de choses. Je suis parti en 96. J'ai complètement raté ensuite en France. On crée une start-up avec des clients. Le mot start-up n'existait pas. Déjà, il n'y avait pas d'investisseurs. Donc il fallait des clients qui fassent confiance. Absolument. Nous, enfin moi, on a commencé à l'époque, quand on s'est mariés, ma grand-mère nous avait donné l'équivalent de 50 000 francs, 8 000 euros. Et c'est celui-là, on l'a mis dans la boîte. J'ai créé Laurienne avec 50 000 francs. J'étais allé voir le Crédit Lyonnais en leur disant j'ai besoin d'un prêt pour créer une entreprise. Ça va pas, non? Je suis revenu 2 semaines après. Je voudrais acheter des vêtements, des meubles et tout. Je veux 50 000 francs. Pas de problème. Merci. Donc le mot start-up n'existait pas, mais d'ici encore moins. Donc en fait, il fallait avoir un tout petit peu de mise de départ et puis surtout trouver des clients. Il y avait quelques investisseurs, Eric peut confirmer, je pense. Voilà. Tu peux confirmer, toi, tu en as trouvé début des années 90. Oui, ici. Ouais, les gens, Les Dassault, ils étaient en France. Mais Dassault, c'était après. Dassault, c'était. Ah, d'accord. Les Dassault, oui, ils ont été investisseurs, ils sont investisseurs depuis les années 50.
En tout cas, nous, on ne savait pas aller les chercher. Voilà, c'est pas développé. Le problème en France, la sauce, je les ai rencontrés ici, je ne les ai pas rencontrés. Ah d'accord. Ouais. Le problème en France, c'est toujours pour la zone. Enfin, c'est À la ce différence. moment-là, Ici, c'est c'est que ici, tu prends ton téléphone et tu mets la profil. En France, secrétaire, la secrétaire. Ouais, non, c'est vrai. Je sais pas vous, mais nous, on n'avait pas cherché, on n'avait même pas cherché à donner de l'argent. Ah, nous, à l'époque, savait on même pas que ne c'était s'est même pas posé la question. Je savais même pas que ça existait. Non, ça, on n'a pas perdu de temps. On a toujours 80% de voix. C'est un mal. Écoute, tout va bien. D'accord, donc 6 mois dans une société. Et ensuite, création de cette première agence, création de site web. Donc vous offriez la création artistique, la création du contenu, le conseil de ce qu'il faut mettre dedans, Même ce qu'on pouvait pas vendre, les serveurs. Même ce qu'on pouvait pas vendre, on faisait. Oui, et les serveurs aussi. Et les serveurs, ça nous a amené à la création de la deuxième boîte, parce que pour le coup, on avait commencé à bosser avec des boîtes américaines. Et donc, on bossait avec une boîte qui s'appelait Algo Technologies à l'époque. Et donc, en France, c'était super compliqué parce qu'il fallait héberger les sites sur des gros serveurs, Géoléal, il fallait acheter des trucs qui étaient juste c'était très cher. Et on a ma deuxième boîte, en fait, j'ai apporté la notion d'hébergement mutualisé en France. Ça, c'était smart. Avec ce partenaire américain. Et ça s'appelait RapidSite. Et du coup, je suis passée, j'ai fait un grand volume de trucs règlements qui étaient plutôt Estée Lauder à j'ai pris un patron d'une boîte d'hébergement de site internet. Et là, pour le coup, c'était beaucoup moins bien, mais c'était très bien. L'idée de faire du. Parce que maintenant, ça paraît évident de dire on va partager un serveur sur plusieurs sites, on va faire des trucs. Moi, j'étais du côté, enfin, les fondateurs de l'ER sont des amis proches, les connus aussi. Et eux, c'était vraiment, on loue une machine. Ah oui, bien sûr. On loue un point d'entrée, c'est du lourd, c'est du gros. Vous devez être une grosse entreprise pour travailler avec nous. L'idée de faire du hosting comme ça, de pouvoir agréger et de pouvoir attaquer le mid-market, c'était venu comment? En fait, si tu veux, c'est venu assez naturellement parce que, comme on avait monté une agence de création de sites, très vite, à l'époque, il y a plein d'autres agences qui se sont montées et tout le monde avait la même problématique. Et c'était très cher, personne n'avait les moyens de payer les sites web, ça commençait à devenir. Alors oui, il y avait les grosses boîtes qui avaient les moyens de payer les serveurs, mais en même temps c'était surdimensionné, parce qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'avoir des gros machins. Donc du coup, c'était les agences qui devaient acheter les serveurs qui faisaient leur partition elles-mêmes. Bref, c'était très compliqué. Donc en fait, comme on venait déjà aux US et qu'on avait déjà ce contact avec. Pour le coup, c'était pas des gens qui étaient dans la vallée, c'était des gens qui étaient en Floride. Et depuis maintenant, c'est devenu Verio, donc ça existe toujours. Et on s'est dit, en fait, on peut l'apporter, on peut en faire un vrai business et le vendre en marque blanche. Et quand j'ai fait RapidSite, en fait, c'est ce qu'on a fait. Et on vendait à l'époque, c'était en francs encore, je crois que c'était 200 francs par mois. Et on avait des revendeurs. Donc j'ai monté tout un réseau de revendeurs d'hébergement. Et les revendeurs, en fait, c'était des agences web. D'accord. Et ça a bien marché, puisque j'ai eu 2 ans de revendeur français. Ah ouais, plus exactement à Nicolas Pont. D'accord. À l'époque, France Télécom cherchait à se consolider dans le web. Oui. Ils étaient en train de s'apercevoir qu'ils étaient à la bourre. Ils ont racheté Réal. Et puis bon, il y a l'époque, ils avaient l'hébergement enfin, ils lançaient sur Wanadoo, il y avait Wanadoo hébergement, je sais plus comment ça s'appelle. Quelle année ça? Quelle année? 99. 99, c'est ça. Les vagues d'achat. RapidSite, c'était 97-99. Rapide 2 ans. Pour sortir et bien. Oui, mais boîte qui marchait bien, boîte profitable, voilà, avec des clients, avec un réseau d'agences dont je pense qu'on traditionnel. Bah oui, bête quoi, enfin, tout simple, un vrai business. Profitable. Tu peux expliquer le concept? Qui permet de payer ses salariés à la fin du mois et d'avoir encore un petit peu sous la pédale pour continuer à réinvestir. D'accord, ok. Intéressant. Tu as entendu parler de ça? Je crois qu'on va entendre encore de plus en plus parler de ça dans la vallée. Et donc 2 ans comme ça, et t'es pas resté à France Télécom? Non, il n'y avait pas de service après-vente. Ça a été. C'était pas un business, c'était un business qui n'avait pas besoin qui n'était pas incarné en termes de personnes. C'était un business. Je pas eu mal à ça. Une année économisée. Et après une période où on a fait. Donc on a revendu aussi B2L à Omnicom Vidéo. Donc c'était à l'époque Christophe Lambert, décédé il y a une période de temps, qui nous avait racheté B2L.
Et on a, donc là on s'est dit, ça marche, les boîtes, les startups, et on a fait ce qu'on appelle maintenant un startup studio. À l'époque, je sais pas, ça s'appelait quoi, une pépinière d'entreprise, un incubateur. Et là, on a eu beaucoup de sous, on a perdu beaucoup de sous, on a levé beaucoup de sous. Voilà. Quelles années 99, enfin 2000, 2002, 2 ans avant. Ah oui, alors je me souviens de ces années-là. Avec Europat Web, avec les années folles de Boo.com, les années folles de. Voilà. Je me rappelle un peu, 2000-2001, ça. Je me souviens. Les grandes soirées, Messi arrivé sur un éléphant. Oui, j'ai clos un tour de financement le 12 septembre 2001. Ça fait des souvenirs, ça laisse des cicatrices. Bon, c'est pas des cicatrices, moi là aussi c'est plein de souvenirs et des. Voilà, c'est des expériences. C'était compris la notion de start-up en France à l'époque? Ah oui, en fait c'était compris, c'est-à-dire que tout le monde, c'était un peu pour le coup, les mines étaient ouvertes et c'était la vers l'or. Donc oui, c'est tout. Très bien. Mais uniquement en tant que faiseur de cash, pas en tant que génération chez mon produit. Je sais pas. Mais bon, c'est vraiment le bon. Enfin voilà, quand Europat Web s'est monté, c'était un fonds qui avait monté, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais c'était un fonds qui avait monté Bernard Arnault. Et c'est vrai qu'il avait décidé qu'il changeait le monde, enfin, qu'il changeait vraiment la donne, et ça a explosé après en plein vol. Mais bon, il y avait une vraie énergie, je crois. Enfin, je crois pas qu'on l'ait revu en France depuis ce type d'énergie. Et donc après ça? Et après ça, c'est après la partie site internet, c'est les blogs qui sont arrivés. Et là, on a donc extrait entre guillemets de l'incubateur Studio Startup. Il y a un truc qui était pas mal, c'était une plateforme qui faisait les sites internet de manière automatique. Et en gros, c'était des blogs. Donc on a monté cette plateforme. Très vite, on s'est associé, revendu avec une boîte qui était ici, qui s'appelait Sixpart à l'époque, qui s'appelle C-Media maintenant. Et on a, donc j'ai fait toute la partie CEO, enfin CMO, CEO, pour Sixpart qui est né, sur la plateforme des blogs. Donc en travaillant avec la boîte en France et en travaillant avec des partenaires américains. Oui, absolument. Des deux côtés. On avait vendu notre boîte, ils nous avaient absorbés, donc c'était devenu Sixpart Europe. D'accord. Ça s'est bien passé? Très bien. Pas de problème de culture, pas de... Non, pas avec eux, parce que c'était, à l'époque, c'était aussi un couple d'entrepreneurs qui avaient monté ça. Le Sixpart commençait juste. C'est eux qui ont eu plus un problème dans le sens où ils avaient monté une plateforme qui s'appelait Movable Type. Et Movable Type, il y a eu un choix qui a été fait à un moment donné. Donc Movable Type, ça permettait de créer des blogs, des sites, etc. Et c'était tout en open source. Et à un moment donné, ils ont fait le choix de passer plus en open source, mais en payant. Et du coup, ça a vraiment donné une tournure différente à la boîte. C'est vrai que la culture n'était pas tout à fait la même. Donc je pense que c'était assez amusant parce que c'est au niveau de la culture américaine où ils ont plus eu de soucis. Que nous, l'intégration, il y avait une belle plateforme, il y avait les blogs qui prenaient, et c'est là qu'on a commencé, qu'on a créé le web. D'accord. Donc création du web. Création du web en 2004. Qui s'appelait à l'époque? Qui s'appelait les blogs. Non, d'abord ça s'appelait les coulisses des blogs. Je faisais à peu près ça en fait. Je prenais des salles au Sofitel le soir et on faisait blog et presse, blog et politique, blog et. C'était le début des blogs. Ah, c'était tout le début. Il y avait pas beaucoup de gens qui le faisaient. Il y avait quelques Lorraine qui le faisaient en France, quelques dessinatrices. Mais c'était quand même assez. Ici, donc, si c'est pas, c'était Ben et Ménéatrot, commençait qui avait fait ça. Et puis on commençait juste. Et puis c'était des petites salles de 100 personnes. Et puis d'un coup, on a dit bon, peut-être qu'on peut le faire dans une salle un peu plus grande. Et j'ai réussi à faire recruter le Sénat. Et là, on a fait les blogs, avec 250 personnes, et tout en anglais. Et là, quand on est arrivé, la dame a dit son cours au cabinet de traduction. Je dis bah, il n'y en a pas. Elle m'a dit mais c'est pas possible, vous êtes au Sénat là, madame. Je dis oui, mais ça va être en anglais. Et ça s'est passé comment en anglais? Ah mais ça s'est bien passé parce que l'audience était... L'audience parlait de tout le monde. De toute façon les speakers étaient pour la plupart d'entre eux anglophones. Et pas que des Français, pas que des... Il y avait des Allemands, il y avait des Américains. D'accord. Et donc ensuite ça a commencé à décoller et ça a commencé, oui, vers le web. Ça a commencé à décoller et en fait on ne s'était pas levé un matin en disant on va faire un business conférence. On avait juste envie de dire bon, on va faire... Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur? Parce que systématiquement, il fallait venir ici. D'ailleurs, je crois qu'un des premiers voyages que j'ai fait, c'était avec Jean-Michel Billot, ici même, au Sofitel.
Sofitel où il y avait des conférences qui avaient toute la France. Ça devait peut-être en 95-96. Et donc on s'est dit, zut, on va faire des choses en France pour les entrepreneurs, on va faire une plateforme un peu pour les études. Donc on a commencé avec les blogs, ça a grandi, on s'est dit, on va faire venir la vallée. Comme on avait déjà des connexions, on s'est dit, on va faire venir la vallée en Europe. Et à l'époque, les premiers blogs, les premiers le web, il y avait Joito qui était là, il y avait Hoffman qui était là, enfin voilà, c'était aussi les Banneux, Simon un peu ici. Et puis voilà, de fil en aiguille, quand on a bougé aux US en 2007, Loïc a fait Sismic et moi j'ai continué le web à 5 ans plein. Mais comment vous avez fait au début pour faire venir les intervenants américains à Paris? C'est des copains. C'est des gens qu'on connaissait, avec qui on avait sympathisé. Donc c'est qu'une question, c'était une question de réseau, voilà. Puis Paris est sympa quand même. On parle sympa. Je n'étais pas en train de leur dire venez à Perpignan. Ils ne sont pas Perpignan, mais ils ne connaissent pas. Non, mais bon voilà, donc Paris on a un certain nombre d'arguments. C'est pas trop dur. Ok. Ils avaient envie. Tu sais quand tu donnes à des Américains des raisons business de venir. Non, c'est vrai, tout à fait. J'en reviens, on a fait. Ça le fait. J'en reviens avec tout. Et donc, le web a continué. Après, vous avez déménagé aux États-Unis. Pourquoi déménager aux États-Unis? En fait, c'est un projet qu'on avait toujours eu. Et chaque fois qu'on vendait une boîte, on disait allez, on y va, on y va, on y va. Et avec 3 garçons, parce qu'entre-temps, il y a eu un troisième. Donc, il y a eu un en 95, un en 97 et un petit troisième en 2001. Et je bossais, j'étais bien organisée. Donc, à chaque fois, j'avais pas envie de devenir une manne à temps plein aux US. Et j'avais vraiment peur de ça. Et quand Arthur a eu fait sa 6e, donc mon fils aîné a eu fait sa 6e à Paris, là, je me suis dit si on bouge pas, on va jamais bouger, on ne fera jamais. Et je savais très bien que je pouvais être que l'élément déclencheur du truc parce que si je le décidais pas, ça ne pouvait pas se faire. Et là, j'ai dit, un jour, Loïc est arrivé, je lui ai dit, écoute, j'ai mis l'appart en vente, il m'a dit, mais vraiment? Et j'ai dit, oui, vraiment, parce que si on ne bouge pas maintenant, Arthur a fait sa 6e, et là, on ne fera jamais. Et donc, voilà. Et vous vous êtes posé à San Francisco. Et on s'est posé à San Francisco, donc. Les enfants sont allés au lycée français. Oui, j'ai encore un de 15 ans qui est au lycée français. Retour en France fréquent? Ah, pour moi, oui, parce que j'avais le web, donc j'ai le meilleur des deux mondes, je ne peux pas me plaindre. Ou le pire, il faut voir. Non, le meilleur des deux mondes. San Francisco, j'aime bien, mais point trop n'en faut. Je ne fais pas partie des Pourquoi super. c'est quoi le problème de San Francisco? Ah bah, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est une ville qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on déteste ou qu'on adore. Mais moi, je ne fais pas partie des super grands fans de San Francisco. Je trouve que San Francisco est très bien et fantastique quand on est au cœur du réacteur. Et j'adore l'énergie business et les gens qu'on peut y rencontrer. Il y a plein de positifs. Mais en même temps, le pendant de ça, c'est que c'est une ville qui est pareille, elle est extravagante dans tout le reste aussi. Et cette extravagance du business est fantastique dans l'Internet. Mais pour le reste, de temps en temps, c'est un peu overwhelming. Ça fait du bien de revenir à Paris un peu, et puis de revenir à San Francisco après, parce que Paris aussi, parfois c'est un peu trop. Donc c'est pour ça que je suis le meilleur des deux mondes. Ça me va très bien comme ça. Ça me va bien. Ça me va bien. Et le web, ça continue jusqu'à quand, comme ça? Le web, ça a continué jusqu'à décembre 2014. Quand même. Ça va, 10 ans. Combien de personnes? Combien de visiteurs? Au dernier compteur, on doit être à 3005, quelque chose comme ça. Qui n'y est pas allé? Ça va aller plus vite. Je sais pas, je crois qu'on a eu beaucoup de... tout le monde, On a eu tout le monde. Ça a eu une influence, d'après toi, sur le changement d'image de l'entrepreneuriat en France? Écoute, c'est ce que les gens me disent maintenant qu'on ne le fait plus. On me dit, vous avez vraiment changé des choses dans l'écosystème, vous avez vraiment apporté des choses. Moi, j'en suis ravie, parce que c'était la mission. Comme je dis, on ne s'est pas levé un matin en disant, super, on va faire un business de conférence, parce qu'un business de conférence, c'est franchement un business compliqué. C'est pas une vache à lait, beaucoup de gens pensent que c'est une vache à lait, mais ça l'est pas. Parce que dès qu'on est dans le détail, la production, etc., bah, c'est un bras. Et puis on est tout le temps en train de se remettre en question parce que tous les ans, je reprenais mon bâton de pèlerin pour aller voir mes sponsors. Tous les ans, on se dit bon, est-ce que je vais avoir des participants? Donc il n'y a rien de gagné, il faut toujours se réinventer. Et jusqu'au moment où on se dit là, on peut réinventer le truc et on a plutôt décidé de mettre en suivant. C'est quoi le business model d'un système de conférence comme le web? Ah bah c'est facile, c'est les tickets et les sponsors. Les tickets, ça équilibre, et les sponsors, ça fait la marge? Ça dépend des années. Quand ça équilibre, c'est bien déjà. Il faut du temps avant que ça équilibre. Il faut 5, 6, 7, 5, 6 ans pour que ça soit vraiment. Ça devienne un business. Tu aurais envie d'en faire un autre? Conférence? Ouais. Non, j'ai fait le tour du sujet. C'est quoi la prochaine chose maintenant?
c'est The Refiners. J'ai fait un peu l'inverse de ce que je faisais avec le web, parce que le web, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'avais 10 métiers en une année. À la fois parler avec les sponsors, donc aller chercher des clients, et être près des startups, être près des grands groupes. Et finalement, j'avais une petite frustration, c'est que j'ai jamais voulu vendre du mètre carré, j'ai toujours voulu vendre une expérience. Et quand on vend une expérience, on travaille avec les gens. Et le fait de travailler avec les startups et les grands groupes et d'essayer de les mettre en contact, de faire qu'ils se parlent. Bon, aujourd'hui, ça paraît un peu la bouteille à l'encre parce que voilà, on le font. Mais quand j'ai Renault qui est arrivé en 2009 en partenaire officiel et qui était presque en salon de l'auto, j'ai dit non, mais en fait, voilà, ça ne va pas faire un salon de l'auto, on ne va pas montrer des voitures, enfin, on va montrer des voitures, mais peut-être différemment. Et puis qu'ils ont commencé à comprendre comment il fallait parler aux startups et ça, c'était super intéressant. Et du coup, pareil avec les startups. Donc, du coup, avec The Refiners, en fait, on fait un accélérateur, donc deux confondeurs, on fait un accélérateur pour aider les startups qui veulent venir s'implanter ici et les accompagner. C'est un peu un accompagnement, pas sur 3 jours, mais sur. Qu'est-ce que tu penses de la scène startup en ce moment en France? Elle est vibrant. On est entre nous, hein. Elle est vibrant. Non, je pense que c'est. Très sincèrement, je pense que la BPI fait un travail de dingue et qu'ils ont vraiment, ils sont vraiment un game changer dans ce qui se passe. Qu'il y a aujourd'hui dans les équipes dirigeantes de la BPI des gens qui ont compris, puis d'abord des gens qui sont les dieux d'Internet, donc qui ont le bon mindset. Maintenant, quand on sait qu'il y a 1800 startups qui se créent par an en France, je ne sais pas ce que ça va donner dans 5 ans, donc l'engouement c'est bien. Je trouve fantastique de voir que maintenant les jeunes qui sortent soit des écoles d'ingénieurs, ou des écoles de commerce, ou des universités se disent rentrer dans leur liste des choses qu'ils veulent faire, c'est créer ma boîte, créer mon propre business. Donc ça c'est super. Maintenant il faut être quand même prudent parce que je ne suis pas persuadée que l'Hexagone soit capable d'absorber tout ça. Donc c'est le tout entrepreneuriat, est-ce que c'est bien? Oui, mais avec une certaine, il faut quand même raison garder. Il y a un article qui est sorti sur TechCrunch avant-hier qui massacrait un peu la scène tech française, pas les participants de la scène tech, mais qui disait le problème en France c'est que les startups sont créées pour être absorbées par les grands groupes et il n'y a pas d'autres sorties prévues et les grands groupes français ne payent pas. C'est pour ça qu'on fait The Refiners, c'est-à-dire que le problème en France c'est que c'est difficile quand on est basé que en France de penser global. Et donc l'idée c'est de se dire je peux être basé en France et penser global en venant aussi mettre un pied aux US si ça fait du sens pour le business. Et en même temps, je pense que toutes les boîtes n'ont pas vocation à devenir gigantissimes. Il peut y avoir des sociétés qui font un super business en Europe et qui restent en Europe et qui ne sont pas forcément rachetées non plus. Enfin, le one size fit all, je n'y crois pas non plus. C'est quoi ton objectif avec la finance? Si dans 5 ans on en reparle et que tu me dis ça a été une super expérience, une super aventure, ça aurait été super pour toi? Ça aurait été super parce que si on a réussi à aider des entrepreneurs et que les boîtes existent encore dans 5 ans, enfin existent dans le sens pas des Walking Dead, c'est des boîtes qui ont une vraie existence. Après évidemment, on va pas se voiler la face, c'est un numbers game, on veut accélérer 70 à 90 startups en 3 ans. On a levé un fonds de 6 millions, donc l'idée c'est aussi là-dedans d'en trouver une, deux qui soient vraiment des pépites exceptionnelles. Donc oui, mais je crois que c'est vraiment c'est la volonté de redonner à l'écosystème aussi. Il y a un côté, on n'est pas à non-profit, je ne suis pas en train de dire on fait du non-profit et c'est joli, etc. On a un fonds, on a des investisseurs et on a envie que ce fonds fonctionne et que nos investissements fassent des choses, fassent ce qu'ils doivent faire. Mais en même temps, c'est ce côté accompagnement qui nous anime beaucoup. Donc vraiment, les entrepreneurs qui auront réussi après la réussite, pas forcément monétaire, mais qui se seront épanouis, les boîtes qui se seront épanouies. Je pense qu'on arrivera à avoir en France un écosystème similaire à celui de la Silicon Valley. Je ne sais pas pourquoi il faut appliquer les modèles aux uns et aux autres. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire un écosystème similaire à la Silicon Valley. Ça se ressemblera jamais, la culture est complètement différente. Nous, c'est un point qu'on aborde beaucoup avec The Refiners, c'est le cultural gap, c'est qu'aujourd'hui, faire du business en France ou en Europe, ça n'a rien à voir avec faire du business ici. Donc voilà, est-ce que la France peut avoir un écosystème viable et intéressant? Oui, probablement. Est-ce que ça doit ressembler ou est-ce que ça ressemblera à la vallée? Non, c'est rien. Il n'y a pas 2 écosystèmes comme la Silicon Valley aux États-Unis. Oui, voilà. Et puis
chaque zone peut avoir ses... Enfin, il y a des forces qui sont ici et qui ne sont pas reproductives. Merci. Plaisir. Je vais te lâcher au fond. Il y a des questions, je présume. Ah ben, Qu'est-ce que tu penses de l'initiative du gouvernement français, cette espèce de halle géante à Bercy pour 1 million de start-up on parle de quoi là? Big start-up, Big Bercy. Big. Big, c'était une conférence. C'est une conférence. Non. Si, Si. j'y étais la semaine dernière. C'était une conférence. C'était une conférence. Oui, Il n'y a pas un lieu qui est développé. Alors, il y a deux choses. Il y a Big, la conférence, et puis il y a Xavier Niel qui ouvre la halle fascinée, qui est le plus gros. C'est pas le gouvernement Mais français. c'est pas le gouvernement. Mais c'est pas le gouvernement. Et ça, c'est Xavier avec ses sous. Il n'y a pas la caisse des dépôts. Et c'est pas Il n'y a pas une start-up avec la caisse des dépôts derrière. Bah, il y a la BPI qui est avec une grande partie de financement par la caisse des dépôts, et la BPI fait tout. Enfin, je suis d'accord avec toi, c'est eux qui ont organisé Big, c'était sympa. C'est intéressant. Yes. Je suis contente, je vois plein de femmes dans l'audience. Bah alors, Non, mais c'est vrai. Un petit pitch sur les refiners carrément. Un petit pitch sur les finers, bah, j'ai dit pas mal, non Donc on a levé un fonds de 6 millions avec des LP qui nous ont fait confiance. On a 50 partenaires, enfin 50 LP dans le fond, dont la BPI, dont Partech, dont des Invest dans le mouvement, et puis une centaine de mentors. Certains sont ici ce soir, donc, à la fois des Français et des Américains. Alors le gros avantage, c'est qu'avec mes associés, donc Pierre Goupil et Carlos Diaz, on s'est rencontrés avec des parcours un peu différents et puis aussi des réseaux un peu différents. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans la vallée et je connaissais très peu de Français ici. Voilà, c'est comme ça. Par contre, j'avais développé un fort réseau américain avec le web, même avant d'être ici. Et puis, donc moi j'ai onboardé mes copains américains. Pierre et Carlos avaient plus développé un réseau européen et français ici. Donc ils ont onboardé leurs amis français et européens. Et donc du coup, on se retrouve avec un panel qui est un petit peu atypique et qui nous donne un ADN différent, qui est la prise en compte justement de cette différence par rapport aux autres accélérateurs que sont YC ou 500, qui disent bon ben voilà, tu arrives, tu es dans la vallée et tu joues avec les jeux, avec les règles de la vallée tout de suite. Donc on va accélérer 90 startups sur 3 ans. On investit $50 000 dans les startups avec un investissement, avec une prise de capital de 3 à 7%. Et clairement, elles ne viendront pas pour les $50 000 parce que c'est pas une levée de fonds. Mais pour le programme, un programme de 3 mois à San Francisco, et l'idée c'est vraiment de les aider à déplacer leur centre de gravité à San Francisco sans pour autant renier tout ce qu'elles ont déjà fait. Donc en capitalisant sur les assets qui peuvent être en Europe, les équipes techniques ou les équipes qui sont déjà, et en prenant aux US ce qui est bon à prendre aux US. Donc pas forcément tout réinventer. Et l'idée c'est d'aller global. Alors encore une fois, dans le digital, évidemment c'est pas valable pour tout le monde, c'est pas valable pour certains types de sociétés qui n'ont pas cette vocation-là. Et plutôt en cible évidemment par rapport au programme de 3 mois avec les mentors. On n'est pas une école, l'idée c'est simplement de les accompagner. L'image que j'aime bien prendre, c'est de dire bon, voilà, on met l'entrepreneur, il a sa fusée, on le met sur le rampe de lancement. Nous on est le crew autour, il y a une checklist à faire. Donc cette checklist, on est là pour les aider, comme les images qu'on voit souvent de la NASA dans les lancements, il y a tous les types derrière et qui vont appuyer sur les boutons. Les VC mettent le fuel, mettent le carburant dans les réservoirs, donc c'est pas faire, mais juste un petit peu de réserve avec les 50 000, mais ça fait pas grand chose. Et puis après, c'est l'entrepreneur qui appuie sur ignition. Et là, nous, notre espoir, c'est de l'aider à avoir pris la meilleure trajectoire possible. Après, il y en a qui exploseront en vol, il y en a d'autres qui mettront leur satellite en orbite. Et on est là pour les accompagner. Donc c'est un peu comme ça Et donc, vous les aidez aussi avec pour augmenter leur réseau. Et est-ce que vous êtes ouvert sur aller vers Shanghai Alors aujourd'hui, on n'a pas la prétention, on n'a pas la science infuse et on n'a pas la prétention de savoir faire ce qu'on ne sait pas faire. Oui. Donc nos réseaux, on est très implantés à San Francisco. Donc The Refiners aujourd'hui c'est San Francisco.
Après, est-ce que c'est une marque qui peut s'exporter? Oui, mais moi je suis pas capable d'aller à Shanghai demain et je connais personne. Donc avec des gens sur place, parce que ce qui est très important pour nous, c'est le partage d'expérience, c'est d'être une forme un endroit où on peut partager des expériences, et ces expériences on ne peut les partager qu'avec des gens qui sont ici, si on veut se développer au global. Donc le réseau, oui, nous on leur tient la main, mais l'idée c'est qu'ils se créent leur propre réseau et qu'au bout d'un certain temps, voilà, on a ouvert, on met le pied dans la porte, voilà, c'est par ici, mais après c'est des entrepreneurs, c'est pas des bons élèves. Est-ce que pour des refiners, vous avez un domaine de prédilection? C'est toute industrie confondue, votre portfolio? Là où on peut avoir une valeur ajoutée, les trucs qu'on connaît rien, on ne fera pas. Et donc quels sont aujourd'hui vos... Non, on est vraiment dans le digital, mais ça va aussi bien que ça va du hardware. Si maintenant, demain j'ai un super projet de biotech, je serais pas mal de le juger, pas mal de les aider, on ne sait pas faire. Donc voilà, il faut qu'on reste dans un univers où on a une valeur ajoutée, sinon c'est juste pas faire. Et tu parlais un peu du modèle français qui est tout de suite, m'a posé la question d'aller vers les grandes entreprises comme exit stratégique. Comment est-ce que vous transposez ça, ou comment est-ce que vous pensez à la relation grande entreprise, start-up dans le monde d'ici dans lequel vous essayez de les faire venir et penser différemment? La relation avec les grandes entreprises ici, dans la vallée, en tout cas aux US, elle est beaucoup plus facile parce qu'ils ont un mindset qui est déjà là. Et puis en plus, ils ont l'habitude de bosser avec des startups, il n'y a pas de blocage. En France, c'est un petit peu plus compliqué, mais dans l'accélérateur, alors là, pour le coup, c'est pas un programme d'investissement, mais on met en place un programme pour les grands groupes qui veulent développer des projets en mode un peu start-up, avec un partenaire en France qui s'appelle Autoto Technologies, et 3 mois à Paris, 3 mois à San Francisco, en mode accélération, mais là c'est vraiment à destination des grands groupes. Et l'idée c'est qu'ils comprennent un peu le mode start-up et qu'ils puissent arriver jusqu'à un MVP, donc un produit minimum viable, pour après retourner voir leur COMEX, et au lieu d'aller voir des VC, dire voilà, on a ce projet, on veut avancer sur ce projet-là, et voilà, on veut lever des fonds, mais au sein de l'entreprise. Donc vraiment essayer de mettre en place ce mindset. Après, dans la relation start-up au grand groupe, ici c'est pas très compliqué. En Europe, il commence maintenant, en France, ça commence à venir. Il y a une vraie volonté de faire. Donc, le problème, c'est qu'il y a ils arrivent pas mal au POC, et puis quand il s'agit d'aller à l'industrialisation, alors là, tout d'un coup, il ne se passe plus rien, parce que soit la start-up va tenir la route de plein de choses, de l'industrialisation, ou simplement de la lourdeur administrative, de la lenteur administrative, donc combien ça coûte. Soit c'est le grand groupe qui d'un coup freak out et se dit oulala, mais je ne les connais pas ces jeunes, qu'est-ce que je ne peux pas leur laisser la main libre sur tel projet ou tel projet. Donc il y a une vraie éducation à faire, ça c'est clair. Est-ce que j'ai bien compris qu'il y a une espèce de shortcut en laissant le VC de côté, en passant directement? Est-ce que j'ai bien compris ou pas? Dans ce que vous venez d'expliquer, de passer directement jusqu'à... Ça, c'est dans le cadre de la grande société. C'est-à-dire s'il y a une grande société qui dit je veux faire un projet et qu'elle est capable de trouver en interne des salariés, des gens qui sont dans la boîte déjà, pour faire le projet, l'idée c'est de les aider, de faire comme s'ils montaient une start-up, mais au lieu d'aller voir un VC, de retourner voir le COMEX, parce qu'il y a l'argent en général dans la boîte, et de dire voilà, pour ce projet-là il nous faut 1 million, maintenant pour aller jusqu'au bout du... D'accord, merci. Alors Linké, quelles sont pour toi les clés du développement commercial? Parce qu'une boîte que tu amènes aux États-Unis comme ça, l'enjeu c'est le développement commercial. Donc là, depuis ta salle de contrôle, comment tu penses aider les boîtes à faire ça? Écoute, on va apprendre aussi, dans le sens où il faut je pense qu'il n'y a pas de recette, et tu vois, encore une fois, le one size ne fit pas all, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de les prendre au moment où ils ont besoin d'être, pas en phase de validation où ils cherchent leurs produits, mais vraiment à ce moment où ils se lancent. Donc pour nous, c'est vraiment les aider à trouver leurs premiers clients, bien identifier le marché, et être vraiment conscient de là où ils veulent aller sans systématiquement viser très grand, très fort, très loin tout de suite. Donc avoir une vraie conscience de business, et je pense que c'est vraiment les premiers clients qui seront clés. Et aujourd'hui, si tu veux, je pense que l'énergie, quand tu es en France, que tu vas déployer pour aller, j'ai rien contre Castorama, mais
Pour aller signer un Castorama, elle va être la même que tu vas déployer ici pour aller signer un Home Depot, sauf que tu auras signé Home Depot. Et qu'après, quand tu seras à l'échelle, entre guillemets, internationale, ben, finalement, avec ton bagage Home Depot, tu iras plus facilement signer ton Castorama ou ton équivalent, si tu as besoin de le signer dans d'autres boîtes. Pour toi, dans cet esprit-là, est-ce que c'est vous qui ouvrez le réseau ou est-ce que c'est vous facilitez l'embauche d'un Américain qui va être capable de porter la chose? Les deux. Ouvrir le réseau au maximum dans la mesure si on a les bons contacts, l'homme qui connaît l'homme, qui connaît la bonne personne. Et puis aussi, je pense que, et là encore une fois, c'est la partie cultural gap, c'est comment recruter, mais c'est pas nous. Moi, je sais pas faire, c'est s'entourer, c'est pour ça qu'on a des mentors, c'est s'entourer vraiment des expertises et des gens qui sont autour, et d'aller trouver la bonne personne. Tiens, si c'est toi sur ce truc-là, de dire voilà, quelle est ton expérience, quelle est ton expertise, qu'est-ce que tu peux apporter aux startups, et c'est vraiment dans cette manière-là qu'on fait. Et 3 mois, c'est pas trop court? Il faut bien un temps. Donc 3 mois, c'est 3 mois, c'est pour démarrer, c'est pas une date butoir. C'est-à-dire que les 3 mois, c'est les 3 mois d'accélération, mais on n'oublie pas non plus que la boîte, elle continue à vivre, elle développe son business. Donc c'est même dans le temps d'entrepreneur, c'est aussi beaucoup d'investissement que de faire les deux en même temps, en parallèle. Donc 3 mois, c'est le début. C'est le début je bouge aussi aux US et je m'y installe. Mais on continuera à les accompagner. Et pour l'instant, donc vous êtes vraiment branché sur la France et ici. Est-ce que vous seriez ouvert pour peut-être les dom-tom ou les territoires? On parle, en fait, aujourd'hui, l'ADN et le cœur est français, puis voilà. Mais on a fait le lancement à Paris, mais on parle déjà des gens dans des pays, en Italie. Là, on a un challenge sur Viva Technologies, la grosse conférence qui a lieu à la fin juin. Et il y a 50 boîtes qui ont apply, en fait. Et en fait, il y a très très peu de Français dedans. J'ai pas mal de... Enfin, j'étais assez surprise sur... puis il y a des gens des pays de l'Est, donc on n'a pas une vocation que française. D'accord. Tu as vu la réflexion qu'il y avait pas dans la salle. Je me posais juste la question, quand j'écoute ton parcours, et je suis venue surtout parce que mes copines m'ont dit après on allait prendre un verre. Tu veux aller prendre un verre avec tes copines? Super. Je suis hyper aussi. Merci. Vraiment, je ne connais rien. Ma question qui est toujours du non-business quand je viens ici, est-ce que tu vois des vraies différences chez les jeunes entrepreneurs femmes aux États-Unis et en France? Et pour celles d'entre nous qui ont l'opportunité en France, quel est le message qu'on peut faire passer? Parce que quand je regarde un service comme Open Table, on peut dire, tiens, on a faim, qu'est-ce qui est dispo? Je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas un Open Table pour les salons de coiffure, les manicures, les manicures. Tu vois, ça s'appelle Style Seat. Ah bon, ben, je connais pas. Mais c'est une jeune femme en plus qui fait ça. Et je me dis, il y a tellement de services ou de startups qui n'ont pas encore été créés, conceptualisés, parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Donc ma question, pour faire simple, c'est est-ce que tu as l'opportunité de voir les deux côtés et quelles sont les différences et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les femmes françaises à prendre cette prise de risque que tu as su prendre? Écoute, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas s'il y a une différence entre les entrepreneuses françaises et les entrepreneuses américaines, probablement, mais elle vient de plus loin, elle vient de la manière dont on éduque nos enfants. C'est très ancré, c'est très culturel. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là. Moi, je suis maman de 3 garçons. Et donc, si tu veux, je n'ai pas pu prendre le flambeau de dire mes filles, vous serez. Mais par contre, j'ai pris le flambeau de dire à mes garçons, vous ne serez pas. C'était plutôt... je ne suis pas très féministe. J'aime pas beaucoup, en fait, cette dichotomie qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Il y a les conférences de femmes, et pourquoi il n'y a pas les conférences de bonhommes? Bon, il y a les conférences de femmes, alors c'est women ceci, women cela, women autre chose. Je pense que l'intelligence, elle est surtout de nous faire travailler ensemble et qu'on forme des équipes ensemble. Après, oui, il y a des terrains sur lesquels on doit se battre, sur l'égalité, les salaires, etc. Ça, c'est super important. Mais si je te réponds très personnellement, moi, le point que je soulève vraiment auprès des garçons, c'est si vous bossez entre le mecs, vous allez passer à côté de choses parce que demain, vous allez développer, utiliser un produit plus spécifique pour vendre à des femmes. Et pourquoi? Il y en a plein de boîtes qui sont tenues que par des hommes, entre guillemets, et qui vendent des produits à destination de femmes, et au final, pourquoi? Il n'y a pas de... Donc c'est vraiment ce côté travailler tous ensemble qui, moi, me semble très important. Après, le mindset,
Il y a un vrai effort qui est fait aux US avec des rôles modèles, avec des personnes comme Sheryl Sandberg, etc. Je pense que c'est très, très culturel. Je ne suis pas persuadée qu'on ait besoin de ça en Europe parce qu'aujourd'hui, le législateur fait les choses. Aujourd'hui, tu as un quota, il faut X% de femmes dans les Québec. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais après tout, finalement, s'il faut passer par là, c'est pas plus mal. Donc peut-être l'imposer comme ça. J'allais te poser une question similaire en me demandant si tu avais senti des différences dans ton parcours, parce que des femmes dans la tech en France, j'en connais deux, j'en connais la deuxième. Et aux États-Unis, pas tant que ça. J'en ai connu quelques-unes, mais pas tant que ça. Est-ce que tu avais senti des différences de ton parcours? Mais avant ça, le problème pour moi, c'est pas tellement les entrepreneurs femmes, c'est d'arriver à en trouver qui fait de l'argent. C'est des femmes d'ici, il n'y a pas de. On a eu Patricia Nakache qui est venue il y a 2 mois, mais qui me dit ça. Patricia, et qui est française. Tchad. Ouais. Mais c'est très très faible, quoi. C'est hostile. Bon, c'est un milieu un peu macho, non, quand même. Oui, non, je comprends pas. Non, c'est plus à parler de rôle. Ouais, c'est macho. Mais c'est pas, les sociétés, c'est pas que ça. Ici, c'est tous WASP. Moi, je fais des films très célèbres où tu regardes, ils ont tous fait Harvard dans la firme en question. Et puis l'autre, ils ont tous fait machin. Et c'est. Alors, c'est bien plus dans la ségrégation est bien plus dans le cas. Sur les top tiers. Trinity, que je connais bien, c'est pas vrai, il y a une grande diversité. La moitié a fait Harvard, la moitié a fait Stanford. Oui, mais non, mais pas WASP, parce qu'il y a une grande partie de gens d'origine indienne. Il y a Patricia est clairement une femme, et Trinity embaucherait une femme ici, sans doute. Enfin, c'est pas du tout le souci, quoi. C'est pas du tout le problème. Je crois que c'est le funnel à la base qui n'est pas très Bon, si, je pense qu'il est là. Simplement, oui, je suis assez d'accord avec il est là, Attends, il y en a des femmes. Qu'est-ce que tu fais dans l'académie? Il y en a qui commencent d'ailleurs, comme Hélène Lévy, par exemple, qui est très active. Je pense que quand tu regardes le funnel, il y a plus d'hommes. Mais c'est là que le problème. Il y a plus d'hommes que femmes. Pareil en ingénierie. J'ai une question justement sur le sujet en fait, des grandes écoles et de l'impact sur l'entrepreneuriat en France. Effectivement, on sait que c'est quand même un pays très élitiste, où effectivement il y a quand même une grande importance donnée à l'école quand on rentre dans une boîte, que ce soit lever des fonds, donner une boîte. Avec votre approche justement franco-américaine, où finalement aux États-Unis il y a quand même une valeur importante qui est apportée à l'expérience post-école, mais il y a aussi ces grands réseaux, effectivement Stanford, Harvard. Comment est-ce que vous réfléchissez à, sachant qu'évidemment les gens à côté, ici ça les impressionne pas beaucoup, ils connaissent pas l'école. Je pas fait HEC. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les gens que vous recrutez, moi j'aurais dû faire un. Non, mais tu sais, c'est les gens, enfin tu vois, c'est pas. On s'est pas posé la question de savoir quels étaient les profils des personnes s'ils avaient fait une grande école ou pas. En plus, il n'y a pas de corrélation. S'il y a une corrélation, je pense qu'elle est inverse. Non, mais bon, c'est vrai que par exemple, non, mais on a quand même des super bons ingénieurs qui sortent des super bonnes écoles. Mais on a des super bons ingénieurs qui sortent de toutes les écoles. Maintenant, ce qui est plus très ceux-là qui sont même entrepreneurs, parce que les super bons ingénieurs qui sortent des très grandes écoles, ils ont des voies qui sont toutes tracées, qui font de. Écoute, ce qui va être très intéressant de voir, c'est ce que donne l'école 42 à Toulouse. Voilà. Xavier aujourd'hui a mis un grand coup de pied là-dedans en montant en disant je joue l'école 42. Ici, là ça va être super intéressant de voir si effectivement tout d'un coup tu peux sortir d'un point de vue culture américaine. Mais là c'est encore d'autres choses. Il y a aussi justement une dimension culturelle qui va se passer en essayant de s'implanter ici, qui va aussi faire que les résultats qu'on aura ne pas forcément sur ce sujet. C'est pas la première école sur ce modèle-là. Je dis, non. Il y a déjà des écoles comme ça, il y a déjà Alberton qui est là et qui marche très bien. C'est vrai. Non, et puis il va y avoir ils auront peut-être besoin de refinance. Je suis pas sûr qu'ils ont envie de parler, mais c'est top. Alberton, ce qui est intéressant, puisqu'on en parle justement, on parlait des femmes et du funnel. Alberton a un système de sélection qui est basé purement sur les algorithmes. Résultat, 42% de femmes. 40% de femmes. Mais 42, c'est bon chiffre. C'est oui, on a fait exprès. Je suis au bord d'Alberton. Et ça, c'est intéressant parce que quand je dis que c'est le funnel le problème, il y a
En sup, il n'y a quasiment pas de femmes. En lecture, les femmes ont peut-être ça. Oui, mais ça c'est différent aussi. Je regarde maintenant les universités comme Stanford, etc., les cours de femmes qui rentrent en fait beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Ouais, c'est ça s'accélère. Non, mais ça Mais s'accélère. attends, regarde, ce qui me gêne, pourquoi vous mettez ça d'un point de vue. Là, le truc qui me gêne complètement, c'est pourquoi vous mettez ça d'un point de vue d'ingénieur. Une femme qui n'est pas ingénieure, elle peut être en. Bien sûr. Bien sûr que. Donc voilà, le funnel, il est C'est un pas. exemple. Oui, mais le funnel, du coup, il n'est pas. Voilà. Alors, statistiquement, quand même, tu prends la situation des VC dont tu parlais, il y a quand même beaucoup d'anciens ingénieurs. Ouais, principalement. Donc forcément, si dès le début, tu as déjà une population qui est biaisée, bah, non, parce que la question, c'était aussi dans la tech. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'ingénieur, c'est parce qu'on. Oui, mais la question d'origine, c'est dans la tech, est-ce qu'on voit une différence? Aujourd'hui, quand tu prends une équipe dans la tech, il faut, je pense qu'une équipe bien équilibrée, elle a à la fois la partie tech et puis la partie non tech. C'est important d'avoir cet équilibre-là. Et c'est pas. Alors oui, ça peut être une CTO, et l'autre côté équilibré avec. Mais bon, pourquoi pas 2 équipes de femmes. Enfin, moi, je sais qu'il y a 1 an et demi, j'étais sur un projet avec une amie et je suis allée voir des VC amis que je connais bien. Et en gros, le projet n'était pas lipstick et sac à main, c'était plutôt tech. Et on nous a regardé en nous disant où le mec. Et ça, je pense que c'est juste pas possible parce qu'évidemment qu'on avait développé un proof of concept et on avait fait ça avec un studio, donc on n'était pas tech, mais on avait de la matière. Et il était clair qu'on allait s'équiper, entre guillemets, d'une partie d'une équipe technique et d'un CTO. Donc on comptait onboarder en co-founder, mais je ne sais pas si ça allait être un homme ou une femme. Enfin, mais pour le coup, on était 2 nanas avec un projet tech et on nous a regardé, vous n'êtes pas tech. Et je pense que si ça avait été 2 hommes, ça aurait été la même réflexion. Donc il y a un côté, voilà, il faut changer les mentalités, mais ça c'est un travail de fond. Après c'est bien que c'est tous les mouvements, pour les femmes qui codent, les jeunes femmes qui codent, toutes ces initiatives-là, c'est super. Mais je trouve qu'il ne faut pas cloisonner, il ne faut pas dire, au lycée en ce moment il y a un projet, c'est les girls code et tout ça. Et je trouve que c'est super cloisonnant, pourquoi on ne met pas des garçons dans l'équipe? Voilà, moi j'en ai un qui a 15 ans, il serait super content d'être dans une équipe, il s'en fiche s'il est dans une équipe avec une nana. Bon, ça, je pense que ça ne le dérangera pas beaucoup. Mais voilà, et du coup, et là je trouve qu'il y a une forme de coopération, d'équilibre qui. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent faire parfois. Bien sûr. Dans les groupes, il y a des garçons et des filles ont tendance à s'effacer, machin. Je pense qu'il y a bien d'autres raisons à part de. Et c'est là où on intervient, il faut être plus en amont sur l'éducation des garçons, je suis d'accord. Oui, mais cette semaine, j'étais juge sur un truc assez intéressant, un projet qui suscite des projets de création d'entreprise dans les élèves de high school, à San José, Oakland, East Palo Alto, etc. 5 finalistes, 4 filles. Ouais. Je suis pas sûre. Fantastique. Super. Une pêche à la présentation sur un TEP, alors oui. Une dernière question. Est-ce que tu as eu des rôles modèles dans ta carrière en grandissant, etc. Non, ma maman. C'est pas du tout dans la tech, non, mais non, en fait, très sincèrement, non. Je me suis jamais positionnée en ce sens. J'ai juste déroulé ce que j'avais envie que ma vie soit, c'est-à-dire à la fois maman et à la fois avec être très très épanouie professionnellement. Mais la seule manière que j'ai trouvée pour le faire, avec 3 enfants et de l'autre côté, c'était d'être entrepreneur. Mais je me suis jamais projetée en me disant oui, j'ai des gens que j'admire, hein, ça c'est différent. Mais en me disant j'aimerais, voilà, je me projette dans cette personne-là. En fait, non. Parce que j'ai Ce que tu trouves le plus admirable aujourd'hui? Admirable, c'est beaucoup dire, mais celle pour qui j'ai beaucoup de respect, ça va peut-être surprendre, mais c'est Marissa Meyer. Parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et je trouve qu'elle se prend, franchement, on lui tape très fort dessus et qu'elle a beaucoup de courage, voilà. Et que. She dresses well. Oui, tant mieux. She dresses well et tant mieux. Et elle a raison. Je veux dire, elle a raison, elle a 3 enfants, alors oui, elle est très cher payée, mais bon, quelqu'un est venu la chercher, des messieurs sont venus la chercher. Elle a bien négocié son package. Elle a bien négocié son package, et alors, c'est exactement. Donc, c'est quelqu'un que je connais, et donc du coup, oui, je trouve qu'elle a quand même la cuirasse bien solide.
T'as regardé ce que fait son mari avec Founders Day. Founders Day, Ouais. qui a beaucoup de succès. Oui, absolument, C'est sympa ça. Exact, très sympa, bien sûr. Non, je suis tout à fait d'accord sur ça. Ça sera un gars, on n'aurait pas la même discussion. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas eu la même Les discussion. anciens CEO sont sortis de la règle aussi pour d'autres raisons. Mais ça a pris plus de temps. Ça a pris plus de temps. Ça a pris plus de temps. Voilà. Et c'est là-dessus qu'elle est noire, c'est que c'est un job impossible. C'était un job impossible, c'est clair. Dernière question. Moi j'avais une question personnelle aussi qui est sur l'aspect un peu plus culturel. En quoi aujourd'hui ta culture française est un atout? En quoi tu as su en faire un atout pour ton day-to-day business, voilà, ton quotidien business? Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu as apporté? Quelles ont été les choses qui t'ont le plus apporté ici d'un point de vue mindset, culture business, qui t'ont le plus développé ou tout simplement d'être française en étant ici, je pense que c'est un énorme atout. D'être français ou française, mais le fait d'être français, il y a les gens vous regardent différemment. Il y a un côté, voilà, c'est différent. D'un coup, c'est français, il y a une espèce de truc Paris au-dessus de la tête, je sais pas, culture, un petit côté sous-développé. Culture, non, je sais pas, alors franchement, je n'ai pas ressenti. Bon, peut-être parce que ça fait longtemps que j'étais dans la tech, donc je suis arrivée avec déjà le bon discours, je savais déjà répondre, voilà. Donc j'ai pas ressenti ça, donc ce côté-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai le plus appris? C'est la culture de l'audace, enfin, c'est oser, c'est penser grand et puis pas se dire qu'on ne peut pas faire les choses. Moi, une des raisons pour lesquelles j'étais très contente que mes deux aînés soient à l'université, je les ai laissés au lycée français, mais qu'ils soient à l'université aux États-Unis, c'est qu'en ayant grandi ici, ils ont eu cette vision de dire c'est encore possible, on peut faire des choses. Je parle pas, et encore une fois, je parle pas d'argent, je parle juste de l'envergure, du champ des possibles. Et quand je vois, donc j'en ai un de 21 et un de 19, les grands, et voilà, ils ont envie de bouffer le monde. Et ça, je trouve ça super. Je pense que c'est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle quand on grandit en Europe, parce que voilà, j'ai l'entourage aussi qui a à peu près le même âge. Et tout d'un coup, on sent un peu plus de crainte. Donc oui, voilà. C'est un peu l'envergure. Même si c'est très classique, et on le sent vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.